Durant les années 90, le nom d'American McGee était peu connu dans le petit monde des personnalités du jeu vidéo. Designer débutant pour ID Software, on lui doit certains des niveaux les plus impressionnants de Doom et Quake 1 et 2. Embauché en 1999 comme directeur artistique chez EA Games, il profitera de cette opportunité pour développer le jeu qui portera son nom et dont l'originalité fera le succès auprès des joueurs. Ce jeu s'appelle American McGee's Alice. Dans le courant de l'année 2000, une bande-annonce enflamme le web et l'E-Cube de Los Angeles. On y voit une Alice brune d'inspiration gothique aux prises avec les créatures d'un pays des merveilles devenu macabre et mortel. Le jeu sort pour Halloween et propose une suite inédite aux deux récits écrits par Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles et De l'autre côté du miroir. Il nous conte les aventures tragiques d'une Alice internée dans l'asile psychiatrique de Rutledge suite au choc qu'a constitué la mort de ses parents dans un terrible incendie. Après plusieurs années de prostration, la découverte de son lapin en peluche l'a fait rebasculer vers le pays des merveilles, maintenant corrompu par ses propres traumatismes matérialisés par la reine de cœur. Accompagné par le chat de Cheshire, ici donneur d'indices, le joueur devra diriger Alice dans une vue à la troisième personne tout au long d'une quarantaine de niveaux. Les environnements traversés sont variés et originaux. La vallée des pleurs, la forteresse des portes ou bien encore l'asile du chapelier, reconverti en usine transformant les enfants lobotomisés en automates belliqueux. Les niveaux finaux se déroulent, eux, sur les terres de la reine de cœur, au sens très organique du terme. Au cours de l'aventure, Alice croisera de nombreuses créatures victimes ou alliées de la reine et devra régulièrement se défaire de boss inspirés des personnages du roman, mais ayant pris un aspect monstrueux. Pour se défendre, elle dispose d'un arsenal impressionnant allant du couteau de base, ou Vorpal Blade en VO, au maillet de croquet à tête de flamant rose en passant par le diable incendiaire à ressort ou les dés diaboliques, invoquant aléatoirement un démon. En plus de ses armes, elle pourra utiliser temporairement des artefacts comme la montre qui arrête le temps, le thé à la sauterelle pour sauter plus haut, ou encore la fiole de rage la rendant invincible et meurtrière pendant une courte durée. Dans Wonderland, l'énergie d'Alice est représentée par sa santé mentale, celle de ses armes par une gauge de volonté. Chacune peut être restaurée grâce à la méta-essence, la force vitale libérée par les ennemis vaincus. En dehors des actions basiques comme courir ou sauter, Alice peut s'accrocher aux cordes, tirer des leviers, nager sous l'eau ou encore flotter sur des jets de vapeur. Certains passages de plateforme nécessitant pas mal de précision, il est possible d'afficher un réticule de saut indiquant la distance où Alice atterrira. Afin de pallier à la linéarité, seul vrai point faible du jeu, certaines phases de jeu présentent des mécanismes s'éloignant du schéma traditionnel de la plateforme. Suivre la tortue à tête de veau dans un labyrinthe aquatique en évitant de se noyer, échapper à une bille géante à l'intérieur d'une fourmilière, ou encore se déplacer sur un damier de pièces d'échecs dans un conflit opposant les blancs et les rouges. Le scénario du jeu joue admirablement sur la peur de surmonter ses traumatismes et c'est seulement au terme de l'aventure, après avoir vaincu son double intérieur, qu'Alice pourra enfin quitter l'asile de Rutledge et repartir sur le chemin de la vie. Le succès d'American McGee's Alice ne doit rien au hasard et s'explique surtout pour un ensemble de choix artistiques réussis et cohérents. D'un point de vue technique d'abord, le moteur 3D performant de Quake 3, amélioré par les programmeurs de la société Rogue Entertainment, a été particulièrement bien géré et permet des effets étonnants qui restent impressionnants encore aujourd'hui. On peut par exemple citer le vortex aspirant le décor du niveau des puzzles ou l'école en équilibre au-dessus du vide. Le chara-design très réussi est l'œuvre du dessinateur de comics Norman Felschel, qui venait de rentrer chez EA à cette période, et du graphiste Zachary Hall. Pour les personnages, il semble s'être inspiré des illustrations très connues de Sir John Tenniel, caricaturiste contemporain de Lewis Carroll, dont les gravures sont d'ailleurs visibles à plusieurs endroits du jeu. En dehors de la réinterprétation des personnages existants comme la Duchesse, les Tweedles ou le Jabberwock, les nouveaux ennemis créés pour l'occasion s'intègrent plutôt bien à l'univers mis en place pour le jeu, comme ces champignons carnivores ou les araignées de l'asile ayant des seringues hypodermiques en guise de pattes. La fidélité aux œuvres d'origine se retrouve aussi dans les clins d'œil décalés faits aux fans à travers l'apparition de personnages secondaires le temps d'une cinématique. Ainsi, Bill le lézard devient un caméléon, alors que le lièvre de Mars et le Loir sont eux torturés dans les expérimentations du chapelier. Enfin, n'oublions pas de souligner l'impressionnant travail 3D réalisé pour les cinématiques par la société Little Beast et son talentueux réalisateur R. Zane Rutledge, qui a d'ailleurs signé discrètement son travail. Côté son, l'amitié d'American McGee avec le groupe Nine Inch Nails, qui datait des années Quake, lui permettra d'embaucher le musicien Chris Vrenna pour composer la musique du jeu. Ce dernier mixera des mélodies enfantines, des samples modifiés d'instruments jouets et des cliquetis d'horloges diverses pour créer des ambiances musicales éclectiques et envoûtantes qui feront plus tard l'objet d'une sortie CD.
En dehors de l'excellent doublage anglais où l'accent british d'Alice semble répondre à la voix suave du chat de Cheshire, on notera l'environnement sonore exceptionnel mis en place, incluant beaucoup de bruitages d'ambiance créés spécifiquement pour le jeu, comme les cris des enfants déments ou le craquement du bois dans les cols suspendus. There's a bit more to do than you suggested, don't you think? Malgré certains passages ardus, le jeu n'est pas très long et nécessite surtout de prendre son temps pour s'imprégner de son ambiance et chercher les petits secrets cachés dans chaque niveau. Le jeu est en effet bourré de détails parfois peu visibles à la première partie, que ce soit dans les décors ou dans l'animation des personnages. On notera par exemple que tous les ennemis, boss compris, disposent d'une animation d'attente, souvent saugrenue, lorsqu'ils n'attaquent pas. Alice, elle, en a une vingtaine, complètement différentes selon l'arme qu'elle tient en main. Le genre de petits détails qui ajoutent une personnalité au personnage et contribuent à rendre plus vivant l'univers du jeu. A ce propos, il faut signaler que certains objets 3D créés pour le jeu n'ont pas été intégrés dans les niveaux finaux, peut-être par manque de temps. Il est possible néanmoins d'utiliser l'interface de debug, accessible dans le jeu, pour générer ces personnages et visualiser leur comportement. Des valets poissons et grenouilles n'attaquant que si on les attaque, une créature gonflable, une horloge squelettique ou encore une pièce d'échec qui devait servir pour un passage consacré aux morses et aux charpentiers. Il est aussi intéressant de constater que la démo du jeu, qui proposait des niveaux mélangeant différents décors du début, présentait une intro en temps réel qui manque à la version finale. On y voyait Alice, prostrée dans sa cellule, suivre le lapin blanc après que les murs de l'asile aient volé en éclats. Sorti internationalement sur PC et Mac, y compris au Japon où il s'appelle Alice in Nightmare, le jeu a vu sa jaquette progressivement censurée au fil des rééditions aux États-Unis. La première édition, au packaging soigné, contenait un rapport psychiatrique d'une vingtaine de pages sur l'internement d'Alice, ajoutant ainsi un background supplémentaire à ses aventures. Pour les collectionneurs, signalons également l'existence d'une série de figurines sortie peu après le jeu et basée sur les designs de Norman Felschel. Plus récemment, l'attrait des fans pour le personnage d'Alice a incité les responsables du merchandising à sortir un costume officiel d'Alice, ainsi qu'une réplique taille réelle du Vorpal Blade réservé aux plus fortunés. Avec 1,5 million de jeux vendus à travers le monde, Alice fut un réel succès pour EA. Malgré cela, la décision d'annuler la version PS2 causa la fermeture du studio Rogue Entertainment, la colère d'American McGee et son départ d'EA. De son projet d'adapter de façon similaire le monde du magicien d'Oz d'après le roman de L. Frank Baum ne subsiste qu'un logo, quelques screenshots et croquis de personnages, ainsi que 2 figurines réalisées en cours de projet. Il a depuis vendu les droits de ses scénarios d'Oz et Alice à Hollywood en vue d'adaptations filmiques toujours improbables. Installé à Hong Kong puis à Shanghai, McGee a associé son nom à d'autres projets. Scrapland, un GTA-like dans un monde uniquement peuplé de robots, très réussi visuellement mais à la jouabilité un peu trop quelconque, et Bad Day LA, une satire politique au rendu cartoon critiquant ouvertement la politique de la peur en cours aux États-Unis, malheureusement plombée par un humour lourdingue et son aspect technique complètement à la ramasse. En 2007, il a fondé la société Spicy Horse et sortira American McGee's Grimm, une série de jeux PC en 23 épisodes. S'inspirant un peu de Katamari Damacy, le jeu propose de corrompre progressivement par les ténèbres l'univers des contes de Grimm trop fortement édulcoré. Malgré sa distribution limitée aux plateformes de téléchargement, le jeu sera suffisamment rentable pour permettre à Spicy Horse de mettre en chantier plusieurs jeux sur iPhone, ainsi que la suite d'Alice, Alice Madness Returns pour console next-gen. Espérons que cette suite, ainsi que l'original téléchargeable sur console, presque 11 ans après sa sortie d'origine, remettra en lumière le nom d'American McGee, car c'est un créateur visionnaire vraiment à part dans l'industrie du jeu vidéo.